C'est le deuxième cycle de débat qu'organise la femme sur le thème du vieillissement. Le premier, c'était vieillir et on s'était peut-être plus intéressé à la vie dans les EHPAD, et c'est un sujet en ce moment qui est très brûlant et je ne voudrais pas revenir dessus. Et on avait évoqué, à la suite du rapport qu'avait présidé Jean-Pierre Michel à la SAPEA, c'est-à-dire aux académies européennes, sur Transforming the Aging, comment on pouvait faire pour mieux vieillir. On avait débattu des problèmes de démographie, des problèmes d'équilibre, de troubles sensoriels, et jusqu'à la fin de vie. Le nouveau cycle que va vous présenter Jean-Pierre Michel est maintenant totalement différent, puisqu'on pose la question d'analyser à la fois les limites et les difficultés pour vivre à domicile, et c'est ce qu'on abordera aujourd'hui, mais ensuite on essaiera de résoudre le problème, c'est d'essayer de trouver des solutions pour arriver à rester à domicile. Alors bien évidemment, ça n'est pas nous le propos de dire qu'il faut détruire toutes les EHPAD, bien loin de là. Je crois qu'en fait, il y a vraiment une réflexion globale sur à la fois le maintien à domicile, de nouvelles modalités de vie pour mieux vieillir dans des environnements particuliers et éventuellement dans des EHPAD. Aujourd'hui, ce qu'on va cibler, c'est d'abord la trajectoire de santé des personnes elles-mêmes. Et vous verrez, et ce sera renouvelé par Régis Gontier, professeur Régis Gontier, qui va nous montrer que les trajectoires sont extrêmement hétérogènes. Puis ensuite, on va parler de la famille, de l'entourage des soignants proches, parce que ça, c'est absolument fondamental. Puis ensuite, on ira au niveau des difficultés du maintien à domicile, les difficultés parce qu'il y a des accidents à domicile, parce qu'il y a des contraintes et des problèmes de maintien à domicile pour les soignants. Et enfin, on parlera de l'environnement proche de vie de la personne. Et là, nous avons des spécialistes qui vont nous parler de cet environnement proche de vie avant d'envisager, pour terminer de façon un petit peu plus optimistique, le vieillissement en milieu rural et le vieillissement en milieu urbain et le vieillissement dans des cités dites amies. Et malheureusement, le dernier conférencier ne peut pas être là parce qu'il est malade. Mais nous allons substituer la chose et ça nous permettra une plus grande discussion. En ce qui concerne la prise en charge, ce qui va être en jeu au domicile, ce n'est pas une, mais c'est plus souvent plusieurs maladies chroniques. Ces maladies, elles sont souvent à rechute. On peut dire qu'elles sont parfois ce qu'on appelle chroniquement aiguës. C'est une histoire un peu sans fin. Je pense aux chutes à répétition. Cela va nous rendre vulnérables pour la vie quotidienne. Il va y avoir une déstabilisation de l'entourage avec une situation de crise, et il va y avoir même, et ça c'est aussi important, une déstabilisation de sa propre estime qui va effectivement beaucoup complexifier ce maintien à domicile. Et dans les formes de perte d'autonomie, il peut y avoir les formes aiguës à laquelle on fait face parce que elles sont évidentes. Je pense par exemple aux chutes, je pense à une infection aiguë intercourante où les symptômes sont parfois francs, mais je pense aussi beaucoup aux formes subaiguës, chroniques, progressives, silencieuses, qui finalement peuvent être négligées si on n'a pas un système attentif qui va auprès de la personne qui vieillit chez elle et qui anticipe les difficultés de cette vie quotidienne, parce qu'on fait la supposition qu'il peut y avoir une forme subaiguë de perte d'autonomie qui est en cause et qu'il ne faut pas négliger. Et ainsi donc, il va y avoir des personnes qui vont être en situation d'incapacité, c'est-à-dire qu'elles n'auront plus la capacité, la performance possible d'utiliser correctement un certain nombre d'actes essentiels de la vie quotidienne. Les acteurs traditionnels du soutien à domicile. Vous savez, alors, il faudrait, pour traiter cette question correctement, faire une espèce de formidable voyage dans l'histoire. Mais on n'a pas le temps, on ne peut pas. Pourtant, Mathusalem, parce que quand même, on ne peut pas parler de vieillesse
Hein, Mathusalem. Vous vous souvenez qui était Mathusalem? Le grand-père de Noé. Tiens, comment est mort Mathusalem? Noyé. Parce que Noé fit monter dans l'arche ses femmes, ses fils, les femmes de ses fils. Il a oublié le papy, dis donc. Eh ben voilà, comment est mort Mathusalem? Eh ben elle est belle la famille. Pourtant, les acteurs traditionnels du soutien à domicile, la famille. Et quand je dis la famille, les femmes dans la famille. Bien sûr, souvenons-nous, et on va prendre simplement les 70 dernières années, on est dans l'immédiate après-guerre, la société française se reconstruit, on ne tardera pas à entrer dans ce que l'on a appelé les 30 glorieuses, bon, d'accord, mais notamment dans le monde rural, mais pas que dans le monde rural, vieillir, c'est vivre dans une maison ou l'équivalent d'une maison à 3 générations concomitantes, les grands-parents, leurs enfants, les petits-enfants, avec une espérance de vie qui a, à l'époque, 20 à 25 ans de moins que celle d'aujourd'hui. Autrement dit, celui qui s'arrête de travailler pour mourir dans l'année qui vient. Repensez vous-même aux générations qui vous ont précédé dans vos propres structures familiales, celles d'où vous venez, etc. Et regardez à quel âge sont morts vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents. Alors, en fait, pour parler de traumatisme, il y a une classification des traumatismes qui a été proposée notamment par l'OMS et qui est apparente dans la classification internationale des maladies. Globalement, on considère des traumatismes intentionnels dont on ne va pas parler aujourd'hui, des traumatismes non intentionnels dans lesquels figurent les accidents de la vie courante, donc, mais ce ne sont pas les seuls, il y a aussi les accidents de la circulation et les accidents du travail. Donc, on va plutôt se focaliser sur les accidents de la vie courante dans lesquels se situent donc les accidents domestiques et on va voir comment ils se produisent, qu'est-ce que l'on sait de ces accidents chez les seniors. Alors, plus précisément, donc dans ces cadres de traumatisme non intentionnel, donc, ceux qui surviennent donc à la maison, dans les abords immédiats, donc sont caractérisés comme étant les accidents domestiques, mais donc il peut y en avoir toute autre sorte, par exemple dans un cadre scolaire, lorsqu'on pratique du sport, des activités de loisirs, en vacances, tout simplement en allant faire des courses dans l'espace extérieur. Et en fait, ces accidents domestiques représentent environ 20 000 décès chaque année en France et plusieurs millions de consultations, de recours aux services d'urgence. Donc, vous voyez, c'est absolument considérable. Ça, c'est tous âges confondus. Il y a quelque chose qui, dans ces déconvenues liés aux médecins et l'équipe soignante, c'est quelque chose déjà qui me semble être important, sur lequel on ne s'interroge pas souvent, c'est la légitimité avec laquelle on intervient au domicile. Si on est dans le maintien, on intervient de manière très légitime, puisqu'à ce moment-là, on est mandaté par une structure, une institution, une famille ou quelque chose pour faire un soin. Je le vois par exemple dans ma famille, il y a des gens qui arrivent chez mes parents et qui, de manière très naturelle, occupent l'espace et est-ce que c'est la meilleure attitude pour faire en sorte de pouvoir s'assurer d'un maintien ou d'un soutien à domicile? Alors, dans cette question, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a d'abord le problème du concept d'éthique quand on va chez quelqu'un. C'est important, quand on prête le serment d'Hippocrate, on dit qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas ce qui se passe autour, ce qui n'est pas vrai.
Moi, c'est hypocrite pour moi, ça, de dire ça, parce que, au contraire, aller à domicile chez un patient, ça me permet de repérer beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi j'ai des problèmes avec ce patient, et quand je vais chez lui ou chez elle, je repère le fonctionnement de la famille, je repère comment est aménagé son domicile. Donc, c'est très important pour nous, médecins généralistes, de repérer comment ça fonctionne le domicile, d'une part. Alors, il faut bien sûr, l'éthique, c'est quand même la bienveillance, la non-malfaisance, la justice et l'autonomie. Il faut respecter l'autonomie et on va à domicile en général quand le patient nous le demande. Or, de plus en plus, c'est l'équipe soignante qui dit on va faire venir passer un médecin coordonnateur, et donc le patient il n'est pas du tout d'accord, il ne le connaît pas. Le médecin il a beau être sympa, il a beau être plein d'empathie, il est imposé souvent en hospitalisation à domicile, en coordination, et je crois que ça pose déjà un problème. Déjà de part de cette intrusion, c'est une intrusion. Quand le patient vient dans notre cabinet, c'est pas pareil que quand on va chez lui, on est l'invité normalement. Alors que quand il est dans notre cabinet, c'est nous qui dirigeons, théoriquement. Le domicile, paradoxalement, eh bien, c'est un objet intime. C'est le domus latin qui renvoie à l'espace privé par excellence, mais il devient un objet public à partir du moment où il est un objet de politique publique. Et il l'est d'autant plus lorsque l'on interviewe les Français sur leurs choix, leurs préférences pour leur vieux jour, puisqu'une écrasante majorité d'entre eux estiment qu'ils doivent rester à domicile. Donc, le domicile fait consensus en France. Alors, on a pas mal de questionnements sur ce consensus. C'est-à-dire que lorsqu'on pose cette question, est-ce que ce n'est pas un refus, non pas de l'hébergement, mais un refus de la perte d'autonomie qui s'exprime, avec l'idée finalement que symboliquement, le domicile serait une garantie de l'absence de perte d'autonomie. Donc, on a un certain nombre de questions sur ces représentations qui font en définitive que le domicile est extrêmement prisé en France par rapport à la manière dont on projette sa fin de vie et sa perte d'autonomie. Donc, à tort ou à raison, le domicile est perçu par les Français comme une façon de mieux vivre sa vieillesse et son avancée en âge. Mais la question qui se pose, c'est comment ce domicile existe avec l'avancée en âge au regard de l'évolution de la solitude, de la perte de réseaux sociaux, de la perte de solidarité, de proximité. Et donc, du coup, on peut tout à fait être critique vis-à-vis de cet a priori du domicile comme seul lieu de vie, notamment au regard de ce qu'on a vu dans les présentations précédentes. Alors bien sûr, je vais à contre-courant à dessein, juste pour simplement stimuler la réflexion sur ce que nous faisons en France lorsque nous pensons que le domicile est la seule alternative positive. Il peut exister aussi d'autres types d'alternatives que le domicile. Aujourd'hui, on voit concrètement des métropoles qui prennent en compte ces éléments-là, et je citerai la métropole de Rennes, qui met en place, en fait, qui a cartographié tous ces territoires favorables au vieillissement et qui est justement dans une logique de se dire, quand des seniors habitent dans un territoire favorable au vieillissement, il faut qu'on mette le paquet pour adapter, pour faire en sorte qu'ils y restent. Donc, ça veut dire adapter les logements, c'est-à-dire donner en fait les éléments sur le logement, sur l'aménagement public. Donc, c'est peut-être là où il faut réfléchir en termes d'ergonomie d'un certain nombre d'éléments. Et puis, sur le social, comment est-ce qu'on renforce les éléments, les inventaires de social. Et inversement, ceux qui n'habitent pas dans ces territoires favorables au vieillissement, c'est comment est-ce qu'on les incite. Ça, c'est une vraie politique de prévention. On a d'autres programmes, notamment sur la
la région de Lyon avec Mon Logement Demain, si on déménageait, pour inciter les jeunes seniors, pendant que c'est encore possible et souhaitable de déménager, eh bien, de leur donner cette dynamique, de leur donner cette envie. Et donc, ça, c'est le plus de la persuasion. Évidemment, on ne va pas forcer personne par rapport à ces aspects-là. Donc voilà. Donc, il y a ces évolutions, ce que je voulais faire prendre conscience, enfin, ce que je voulais en tout cas échanger avec vous. L'objectif de mon intervention, c'était de vous faire une petite photographie de l'activité de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc qui intervient sur Paris, la Petite Couronne, donc le 92, 93, 94, et qui est finalement un peu le vecteur entre le domicile, l'EHPAD, la voie publique et l'hôpital, et d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui amène les patients aux établissements de santé. Alors, du coup, on a pris une photographie des 2 dernières années, alors qui, bien sûr, ont été un petit peu colorées par l'activité du Covid, et vous verrez que finalement, entre 2020 et 2021, il y a eu des toutes petites différences, mais c'est à prendre quand même avec mesure, vu que le Covid a fait que les gens sont quand même beaucoup moins sortis, et on a essayé au maximum de laisser les personnes qui n'en avaient pas besoin à domicile. Donc, si on regarde, on s'aperçoit que, on va dire qu'à partir de 65 ans, l'activité des plus de 65 ans représente à peu près un tiers de notre activité, avec 10% pour les plus de 65 ans, 10% pour les plus de 75 ans et pour les plus de 85 ans. Voilà. Et si on s'intéresse un petit peu finalement au motif d'intervention, donc ça regroupe le domicile et l'EHPAD. J'ai pas les chiffres exacts pour vous dire exactement la répartition entre ces 2 contextes, mais on voit que principalement, donc chez les plus de 65 ans, les 2 motifs principaux sont les pathologies cardiaques et la traumatologie. Pareil pour les plus de 75 ans, mais quand on arrive à plus de 85 ans, on s'aperçoit que alors c'est l'impotence qui prend un petit peu le pas sur la pathologie cardiaque. Alors dans l'impotence, ça comprenait principalement surtout les chutes et les traumatismes et en fait les relevages à domicile, où les gens font appel aux pompiers parce qu'ils n'arrivent pas à se relever de chez eux. À l'issue de cette attribution, quand elle est attribuée, l'allocation, je ne rentrerai pas dans les conditions, il y a nomination d'un référent unique qui va accompagner à la fois la personne âgée, elle va accompagner la vie à domicile, à la fois la personne âgée, à la fois son entourage, mais aussi on va faire un travail d'accompagnement des professionnels, parce que les professionnels, c'est parfois de simples aides à domicile et elles peuvent être dans des situations qui sont très difficiles parce qu'elles ne sont pas accompagnées, elles sont confrontées à des troubles qu'elles ne comprennent pas ou à des situations un peu complexes qu'on va voir. Au niveau des objectifs principaux d'une évaluation APA, je ne parlerai pas du financier. En premier lieu, c'est dispenser des conseils sur les aides existantes, trouver le bon interlocuteur de proximité, notamment dans le champ du médical et du paramédical. Un des points importants de notre intervention, c'est faire de la prévention. Au niveau diététique, concernant les chutes, notamment aussi au niveau de la dénutrition, et faire aussi de la prévention au niveau des risques des fausses routes. De plus, notre rôle, c'est d'accompagner les aidants, proposer des solutions de répit via les accueils de jour, les hébergements temporaires, les groupes d'aide aux aidants, mais aussi présenter par exemple les forfaits répit qui sont peu connus dans le cadre de l'APA. Donc, nous allons faire une évaluation qui va prendre, en fait, elle a été instituée en 2015 par la loi. Donc, c'est une évaluation multidimensionnelle, vraiment, dont la grille a été formatée, élaborée par la Caisse nationale de solidarité, qui est une évaluation globale qui prend
tous les aspects du quotidien et qui peut s'avérer un peu fastidieuse parce qu'elle est justement à cause de son ampleur. Mais cette évaluation, on tient à le dire, elle est faite pour tous les demandeurs, c'est-à-dire pas seulement pour les personnes qui sont éligibles à l'APA, qui rentreront dans les conditions. Elle a pour but d'harmoniser le recueil des données et y compris donc pour les personnes non éligibles. Je voulais absolument évoquer ces articles récents sur le côté positif des personnes âgées dans les territoires ruraux, parce qu'on parle toujours des mauvais côtés, mais on parle rarement des avantages. Or, on souligne qu'il y a un rôle structurant des revenus provenant des pensions de retraite pour les territoires ruraux. 37% dans l'espace rural versus seulement 31% dans les villes-centres. Ces rapports soulignent aussi la part importante des retraités dans l'animation territoriale, les collectivités locales, on a parlé tout à l'heure des élus âgés, les actions associatives, l'animation culturelle et aussi l'aide à la mobilité des moins autonomes qu'on a évoquée. Donc, il y a certainement un intérêt à maintenir autonomes et à la maison le plus longtemps possible ces personnes âgées qui finalement sont très utiles. Alors, si on aborde cette fois les difficultés particulières aux territoires ruraux, certainement que le problème numéro 1, c'est la mobilité. L'indispensable possession d'une voiture se fait forcément au détriment d'autres postes de dépenses, en particulier sur le logement. Et ne plus pouvoir conduire sa voiture, ne plus avoir son permis, par exemple, eh bien, c'est acceptable en ville et c'est une catastrophe à la campagne, même périurbaine, même favorisée. C'est vrai pour les soins, bien sûr, pour les formalités administratives, mais là, on trouve en général des solutions, c'est vraiment indispensable, mais ça devient plus problématique pour l'accès à la culture, les visites familiales, les visites amicales et tout simplement pour les courses du quotidien. Ce qu'on peut dire, c'est que la connaissance du terrain et de la diversité, notamment pour la mise en place de ces ateliers de prévention, mais également pour ces différentes offres de services en matière de maintien à domicile, est essentiel pour répondre aux besoins, pour permettre aux personnes de vivre dans ces territoires ruraux plus ou moins éloignés, plus ou moins autonomes. L'anticipation est également indispensable puisqu'il faut anticiper ce passage à la retraite, mais voire plus anticiper la perte d'autonomie et ne pas attendre la troisième hospitalisation, ne pas attendre le passage de l'évaluation et de l'aide à domicile. Il faut adapter en fait un ensemble de solutions qui soient spécifiques et que ces solutions-là soient nationales, locales. Et donc, par exemple, on peut adapter les différentes actions au digital, mais aussi au présentiel.